Le silence d'une veillée funèbre est plus éloquent que tous les mots. Le bruit étouffé des pas sur le sol froid, les sanglots retenus, les regards qui s'évitent, tous attendent le moment où ma lettre serait lue. La lettre que je leur ai laissée. La lettre dont ils n'auraient jamais soupçonné l'existence. Je les connaissais trop bien. Ils savaient qu'ils arriveraient le visage fatigué, impeccablement vêtus de noir, les larmes aux yeux. Qu'ils s'approcheraient de mon cercueil comme s'ils reflétaient leurs propres mensonges. Et qu'ils feindraient la tristesse tout en calculant ce qui leur resterait. Voilà pourquoi j'écrivais. Parce que parfois, la seule façon d'être entendu, c'est quand le monde a cessé d'attendre votre voix. Jusqu'à mon dernier souffle, j'étais celle qui servait le café, qui ramassait les miettes, qui disait « tout va bien », alors que rien n'allait. Ce que les autres qualifiaient de « force », simplement parce que cela perdurait en silence. Mais personne n'imaginait la profondeur de ce silence. C'était mon dernier secret, et le plus précieux. L'église était pleine à craquer. Des visages familiers. Des murmures familiers. Ma fille aînée, assise au premier rang, tenait un mouchoir qu'elle n'utilisait pas. Mon cadet, agité, jetait un coup d'œil à sa montre toutes les minutes, comme si même ma mort était un désagrément à ses yeux. Et ma belle-fille, la plus fourbe de tous, gardait son sourire habituel, celui qu'elle avait appris à utiliser comme un bouclier. Quand le pasteur annonça qu'une lettre avait été laissée par moi, l'atmosphère changea. Certains échangèrent des regards. D'autres firent semblant de ne pas entendre. Et, un bref instant, même les pleurs cessèrent. La mort a ce pouvoir, elle interrompt le théâtre. Dès les premières lignes de ma lettre, je n'ai pas demandé pardon. J'ai demandé le silence. Et c'est là que les premiers murmures de regret ont commencé à se faire entendre entre eux. Car rien n'est plus terrifiant que de réaliser que la personne qu'on a tenté d'effacer avait encore une voix qui attendait le moment propice pour se faire entendre. Pendant la lecture du pasteur, un frisson parcourut la salle. Mes secrets, mes vérités, ma douleur, tout ce que j'avais caché toute ma vie prenait forme et poids devant ceux qui m'avaient jugé, trahi et rabaissé. J'écrivais chaque mot calmement, comme on aiguise une lame. Et, à chaque phrase, il se voyait reflété, laid, insignifiant, vulnérable. Le bruit du papier contourné résonnait comme le tonnerre au milieu du deuil. Personne ne respirait profondément. Personne n'osait m'interrompre. Car, même dans la mort, je les avais réduits au silence. Et au fond, c'est ce que j'avais toujours désiré, qu'ils m'entendent. Pour la première fois, qu'ils m'écoutent sans m'interrompre. À chaque révélation, le poids de mes paroles s'accroissait. C'était la vérité qui, avec moi, renaissait de ses cendres. Une vérité que, de mon vivant, on qualifiait de drame, de susceptibilité excessive, de folie de vieille dame. Mais là, dans ce temple recouvert de fleurs et de faux semblants, il n'y avait plus moyen de le nier. La mort m'avait donné le pouvoir que la vie ne m'avait jamais accordé. Et tandis que le vent agitait les rideaux et que les bougies vacillaient, une question résonnait en eux et peut-être en vous aussi. Que se passe-t-il lorsque la personne que vous avez sous-estimée écrit le dernier mot de sa propre histoire ? Parce que c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai écrit ma propre fin. Et ils n'ont plus jamais été les mêmes après l'avoir entendue. Quand j'ai commencé à écrire cette lettre, la maison était encore pleine de vie. On entendait des pas pressés dans le couloir, la télévision était allumée au salon, l'odeur du café se mêlait à celle d'un parfum précieux. J'étais le centre de la maison, mais pas au centre de l'attention. J'étais celle qui soutenait, qui écoutait, qui aplanissait les difficultés. On me voyait, mais on ne me voyait pas vraiment. Et c'est peut-être pour cela que j'ai décidé d'écrire. Parce qu'il y a des vérités qui ne peuvent être dites que lorsqu'on est seul au monde. Je me souviens précisément du moment où j'ai réalisé que ma présence était devenue invisible. C'était lors d'un dîner dominical. La table était chargée de mets, les rires fusaient, et pourtant, mon silence semblait le seul invité. Il parlait affaires, voyages, projets qui ne m'incluaient pas. Chaque phrase prononcée sans mon nom était comme un fragment de temps qui m'était arraché. Jusqu'à ce que l'un d'eux, avec un sourire cinglant, dise « Maman, tu devrais te reposer, ne plus t'en mêler ». Ce fut le début de ma disparition lente, insidieuse, cruelle. Cette nuit-là, j'étais assise seule à table, alors que tout le monde dormait. Il était presque minuit, et seul le bruit du vent qui entrait par la fenêtre me répondait. J'ai pris un vieux carnet à la couverture bleue et j'ai commencé à écrire. Les premières lignes tremblaient, comme si j'avais peur de mes propres pensées. Puis, elles ont jailli avec force. Je ne savais pas que j'écrivais ma dernière lettre, mais je sentais le besoin de consigner ce que le temps et l'oubli avaient effacé. J'ai écrit sur ce que j'ai vécu,
mais aussi sur ce que j'ai enduré. Sur les petites humiliations dissimulées derrière des rires polis. Sur le racisme déguisé en conseils bien intentionnés. Tu devrais t'habiller plus sobrement, pour paraître plus élégante, me disait-il. Pour eux, élégante signifiait invisible. Et j'ai obéi longtemps, croyant que la modestie était synonyme de respect. Mais le respect qui naît de l'invisibilisation n'est pas du respect. C'est de la peur déguisée en admiration. En écrivant, je me suis rendu compte que chaque mot était un retour. À tout ce qu'il m'avait pris, à tout ce qu'il disait que je n'étais pas. L'encre sombre sur le papier semblait palpiter. C'était comme si les pages respiraient avec moi. La maison dormait, mais j'y renaissais parmi des phrases, parmi des souvenirs, parmi des blessures qui, enfin, trouvaient un nom. Au fil des jours, la lettre s'étoffait. Ce n'était pas seulement un exutoire, c'était un miroir. Et ce que j'y voyais refléter n'était pas la femme qu'ils avaient tenté de façonner. C'était la femme que je cachais pour ne pas les décevoir. Celle qui avait jadis cru que l'amour et la soumission étaient synonymes. J'ai écrit sur les moments où l'on m'a réduite au silence, non par des cris, mais par des regards. Quand on m'interrompait dans les conversations, quand on utilisait mon nom comme un trophée tout en m'excluant des décisions. À chaque souvenir, une vérité se dessinait. Et plus j'écrivais, plus je comprenais que cette lettre ne serait pas une lamentation, mais un héritage non pas de biens matériels, mais de conscience. Il y a eu des nuits où j'ai songé à tout déchirer. J'ai pensé qu'il vaudrait peut-être mieux laisser tout cela sombrer dans l'oubli. Mais ensuite, je me suis souvenu des fois où j'avais été forcé de sourire face à l'injustice. Le jour où j'ai entendu ma belle-fille dire, croyant que je ne l'écoutais pas, que, au moins sa mère était une femme noire de classe. Le mot « classe » m'a blessé plus que « noir ». Parce que, là-bas, classe était le synonyme poli de limite. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma lettre n'était pas un adieu. C'était un retour. Une façon de dire tout ce qui m'avait été refusé. Et, au fond de moi, je savais qu'elle serait lue après ma mort, car c'est toujours ainsi que la vérité finit par éclater. On ne l'entend que lorsqu'il est trop tard. Aujourd'hui, quand je pense à ce bout de papier rangé au fond du tiroir, j'ai l'impression qu'il est plus vivant que beaucoup de ceux qui respirent encore. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens choisissent de rester ici, suivant chaque révélation, car ils savent que certaines histoires ne meurent pas avec ceux qui les vivent. Elles se poursuivent, attendant le moment propice pour être entendues. Et mon heure approchait. Car une lettre écrite dans le silence recèle une force que même le temps ne peut effacer. Et lorsque le premier paragraphe fut lu à mes funérailles, je suis enfin revenu à la vie. À mesure que la lettre s'allongeait, je grandissais moi aussi. Chaque souvenir que j'y couchais laissait une empreinte différente, comme si le papier aspirait en moi ce que la vie refusait d'entendre. Et plus j'écrivais, plus la vérité devenait limpide. Je ne me contentais pas de raconter une histoire, je laissais des preuves. Les preuves de leurs actes, de leurs paroles, de ce qu'ils avaient tenté d'effacer. Le poids des mots commença à imprégner la maison. C'était comme si les murs pouvaient entendre. Parfois, je me réveillais en pleine nuit et j'entendais le crissement de la plume sur le papier, avant même d'avoir levé le lit. Écrire n'était plus un choix. C'était un appel. Une force intérieure qui me demandait de dire ce que tant de femmes avant moi avaient enfoui dans le silence. Un après-midi, alors que je repassais, j'ai entendu mon nom être appelé depuis le balcon. On parlait à voix basse, mais pas assez fort. « Elle ne comprend plus rien », a dit ma fille. « Il vaudrait mieux régler la succession rapidement. » Le fer a failli m'échapper des mains. Le bruit de la vapeur qui s'échappait du métal a couvert le reste de la conversation. Mais le sens était déjà clair. Il n'attendait pas ma mort. Il complotait en ma présence. À partir de ce jour, tout a basculé. L'affection s'est muée en inquiétude excessive. Les sourires dissimulaient des questions à peine voilées. Et les visites ont commencé à avoir une heure de fin fixe. Au début, je voulais croire à de l'inquiétude. Mais j'ai vite compris. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la stratégie. Le vieux schéma, traiter les femmes noires d'âge mûr comme fragiles, perdues, dépassées, tout cela pour justifier un besoin de contrôle. J'ai commencé à conserver de petites choses, comme on cache des bijoux. Des copies de documents, des reçus, de vieilles photos, des lettres que j'avais écrites moi-même il y a des décennies. Chaque objet semblait murmurer un fragment de mon histoire, implorant d'être préservé. Et, peu à peu, j'ai compris que ma lettre ne serait pas seulement un exutoire, mais une prise de conscience. Une prise de conscience entre ce que j'ai vécu et ce qu'on m'a laissé vivre. La nuit, j'écrivais à la table de la cuisine.
Le tic-tac de l'horloge se mêlait au bruit lointain des voitures. Ce rituel avait quelque chose de sacré. La plume semblait comprendre ce que ma voix n'osait jamais dire. Et quand j'écrivais leurs noms, un à un, j'éprouvais un mélange de douleur et de force. C'était comme si, enfin, je remettais le monde à sa place non par vengeance, mais par justice. La faible lumière de la lampe éclairait les rides de mes mains, et je compris combien elles en disaient plus que n'importe quelle photographie. Chaque ride racontait une histoire. Chaque callosité, un secret. Et tandis que l'encre dégoulinait sur le papier, je pensais, s'ils me disent vieille, c'est qu'ils n'ont pas encore appris les leçons de l'âge. Les jours suivants furent empreints d'un calme tendu. Je parlais peu, mais je voyais tout. La façon dont ils dissimulaient leur conversation, les longs silences quand j'entrais dans la pièce, les regards échangés par-dessus mon épaule. Ils pensaient que je ne remarquais rien. Ils pensaient que le temps m'avait ralenti. Ils ignoraient que c'était justement le temps qui m'avait appris à voir dans l'obscurité. J'ai commencé à préparer le moment opportun. Je ne voulais pas me battre. Je voulais témoigner. Et c'est alors que j'ai compris que la lettre ne serait pas remise de mon vivant. Ce serait mon dernier geste, mon ultime acte de force. Un geste irrésistible, impossible à contester. Un acte qui ne peut être entendu que lorsqu'il est trop tard pour réagir. Parfois, je me regardais dans le miroir et me demandais si j'étais prête. Le reflet me montrait un visage qui ne tremblait pas. Un visage qui avait déjà aimé, pleuré, pardonné, mais qui ne désirait plus qu'une chose, qu'on se souvienne de lui. La peur qui me réduisait au silence était désormais mon allié. Car rien n'est plus fort que celui qui a tout perdu et qui choisit malgré tout la vérité. C'est avec cette certitude que j'ai scellé l'enveloppe. Un simple morceau de papier, mais lourd comme le poids d'une vie. Je l'ai rangé dans le tiroir le plus profond de l'armoire, parmi les tissus et les parfums. Et tandis que je la pliais pour la dernière fois, un sentiment m'a traversé comme un vent glacial. Quand cette lettre sera lue, personne n'en sortira indemne. Ni eux. Ni moi. Mais peut-être, pour la première fois, la vérité pourra-t-elle enfin respirer. J'ai gardé cette lettre pendant des mois, peut-être des années. Parfois, je la ressortais du tiroir et relisais chaque ligne, comme on se regarde dans un miroir. Il y avait de la douleur, certes, mais aussi de la beauté. La beauté de me reconnaître enfin sans avoir besoin de demander la permission. Avant, je pensais que vieillir signifiait perdre de son importance, jusqu'à ce que je comprenne que le temps ne nous diminue pas, il nous affine. C'est comme l'or, plus il est pur, plus il est discret, plus il est difficile à altérer. Il y avait des après-midi où le poids de ce que je savais me paraissait insurmontable. L'odeur de la maison, le chant des oiseaux dans le jardin, tout restait pareil, mais intérieurement, je n'y avais plus ma place. Je parcourais les pièces comme une étrangère dans ma propre vie. Chaque photo accrochée au mur racontait un mensonge différent, des sourires forcés, des étreintes qui, je le savais désormais, dissimulaient des calculs. Parfois, je m'arrêtais devant l'une d'elles et je me demandais, à quel moment l'amour s'est-il transformé en compétition? Je me suis surprise à observer davantage le monde extérieur. Les femmes du quartier, les voisines aux mains calleuses et aux yeux fatigués, toutes portaient des histoires que personne ne leur demandait. Un jour, j'ai rencontré Donna Clarisse, qui m'a murmuré « On apprend à se taire pour survivre, mais le silence nous rend aussi malades. » Ces mots sont restés gravés en moi comme une graine. C'est alors que j'ai compris, ma lettre n'était pas seulement la mienne. Elle était aussi la voix de toutes les femmes qui n'avaient jamais eu la chance d'écrire leur propre vérité. Parfois, je rêvais que j'étais vivante en lisant. Je voyais mes enfants assis sur un banc d'église, chacun essayant de déchiffrer ce qu'ils ressentaient. Certains avaient honte, d'autres étaient en colère. Mais dans le rêve, ce qui me touchait, ce n'était pas leur regret, c'était leur soulagement. Le soulagement de laisser enfin tomber le poids des apparences. Leur masque et le mien. J'ai commencé à imaginer le jour de mes funérailles. Non pas comme une tragédie, mais comme une scène finale. Une scène où leur silence serait le public et ma voix, le protagoniste. J'ai vu le simple cercueil, les fleurs blanches, le murmure lointain des prières. Et au milieu de tout cela, une enveloppe sur l'autel. Cette enveloppe. Ma dernière présence dans le monde des vivants. C'était étrange d'éprouver une telle paix en pensant à mon propre départ. Mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose de libérateur à savoir qu'un jour, mes mots parleraient pour moi. Que l'amour qu'il m'avait refusé, le respect qu'il m'avait volé et la force qu'il dissimulait derrière l'âge finiraient par éclater au grand jour, et le feraient publiquement. La vie m'a appris que la dignité est une forme de vengeance silencieuse.
Et que le temps, même lorsqu'il paraît cruel, est le juge le plus juste. Ce qui est caché finit toujours par s'épanouir, tôt ou tard, devant ceux qui ont fait semblant de ne rien voir. Et c'est peut-être pourquoi tant de personnes qui entendent des histoires comme la mienne ressentent le besoin de soutenir ce cheminement, laissant une trace silencieuse de leur émotion, car elles savent ce que c'est que d'être oubliées et pourtant de rester entier. Une nuit, alors que le vent soufflait à travers les interstices de la fenêtre, j'ai senti quelque chose changer en moi. Il n'y avait plus de ressentiment, seulement un but. Je voulais qu'ils sachent ce qu'ils avaient fait, mais je voulais aussi qu'ils comprennent ce qu'ils avaient perdu. Qu'ils voient combien leur amour, qu'ils n'ont jamais su rendre, leur avait coûté. J'ai repris la lettre. Je l'ai lue lentement, savourant chaque mot. Et j'ai compris qu'il n'y avait rien à ajouter, rien à retrancher. Elle était complète, comme si elle avait attendu le moment propice pour naître. J'ai ajusté l'enveloppe et l'ai glissée dans une boîte en bois, avec le collier hérité de ma mère. Je l'ai refermée avec précaution, comme pour sceller un destin. Et à cet instant, un calme profond m'a envahi. Pourtant, il y avait quelque chose que je ne pouvais expliquer. Une légère prémonition, comme l'air avant la pluie. Quelque chose me disait que lorsque cette lettre serait lue, le silence ne s'arrêterait pas là. Il s'amplifierait. Car certaines vérités, lorsqu'elles sont révélées, ne se contentent pas de libérer. Elles transforment à jamais ceux qui les entendent. Avec le temps, la lettre cessa d'être un simple secret. Elle devint une présence. Je la sentais dans chaque recoin de la maison, comme si le papier respirait avec moi. Parfois, quand le vent s'engouffrait par la fenêtre et faisait bouger les rideaux, j'aurais juré entendre l'enveloppe s'ouvrir, le léger bruissement des pages, comme si les mots avaient une vie propre. C'était comme s'ils connaissaient déjà le destin qui les attendait et qu'ils n'attendaient que le moment propice. Les jours s'écoulaient lentement et je commençais à percevoir le monde différemment. Les petites choses prirent une nouvelle signification. L'odeur du café, la lumière caressant le vieux bois de la table, le bruit du portail qui se refermait au crépuscule. Chaque détail semblait me préparer au départ, non par la peur, mais par l'acceptation. La mort, affrontée de front, cesse d'être une menace. Elle devient une alliée, une messagère porteuse de ce qui n'a pu être dit de son vivant. J'ai commencé à écrire de courts mots, sans signature. De petits messages glissés à des endroits stratégiques. L'un dans le livre préféré de mon petit-fils. Un autre, plié, conservé dans la boîte à bijoux de ma fille. Aucun ne parlait de douleur, seulement de souvenirs. Car oublier, ai-je appris, c'est mourir. Et je refusais d'être oublié. La nuit, je restais assise dans l'obscurité de ma chambre à regarder la maison s'endormir. Le tic-tac de l'horloge s'écoulait avec son calme habituel, mais en moi, quelque chose s'accélérait. J'avais le sentiment que l'histoire avançait, même si j'étais toujours immobile. Par moments, la peur me gagnait, non pas la peur de la mort, mais celle de la réaction. Je me demandais, quand ils entendront mes mots, comprendront-ils ? Ou bien me haïront-ils encore davantage d'avoir été démasqué par une femme qu'on ne peut plus affronter ? Le doute me suivait comme une ombre. Mais même la peur avait son rôle à jouer. Elle me rappelait l'importance de ce que j'allais accomplir. Car seuls ceux qui craignent la perte savent vraiment ce qui est en jeu. Un jour, je me suis réveillée, le soleil inondant la pièce, et j'ai ressenti une certitude différente. L'air était léger, presque neuf. J'ai pris la boîte contenant l'enveloppe et le collier, et je les ai confiés à la femme qui gardait la maison. Une femme simple mais digne de confiance, qui m'avait toujours traité avec respect. Le moment venu, lui ai-je dit, donnez ceci à ma fille aînée. Et n'en parlez à personne. Elle a hoché la tête, sans poser de questions. Dans ses yeux, j'ai lu une compréhension silencieuse, de celle que seule une personne ayant connu l'invisibilité peut posséder. Les jours suivants, j'ai commencé à dire adieu aux choses sans que personne ne s'en aperçoive. J'ai touché les rideaux que j'avais cousus à la main. J'ai passé mes doigts sur les vieilles photos. J'ai caressé le collier une dernière fois. Et j'ai compris que la vie est faite de ces petits gestes, c'est là que se cache l'amour. Une nuit, alors que le vent soufflait dehors, j'ai ressenti une oppression dans la poitrine. Ce n'était pas de la douleur, c'était de la paix. Une douce lassitude, comme celle de celui qui a accompli sa mission. Je me suis allongée sur le lit et j'ai pensé, maintenant, la lettre est à eux. Et je me suis endormie. Le reste, je l'ai appris plus tard, grâce aux voix qui résonnaient autour de moi. Le jour de la veillée funèbre arriva gris, embaumant les fleurs fanées et empli de murmures étouffés. On dit que l'église était pleine. Que ma fille, les mains tremblantes, ouvrit le cercueil et y trouva l'enveloppe à mon nom. Que, pendant un instant, tout le monde resta figé.
comme si le temps s'était arrêté pour écouter. La voix du pasteur lisait les mots à haute voix. Chaque mot résonnait lentement, profondément, comme empli de vie. Et à chaque phrase, une part de moi refaisait surface. Ma voix, si souvent réduite au silence, emplissait désormais l'espace entre les bancs. Et tandis que l'écho se propageait à travers les murs froids, beaucoup baissèrent la tête, non par respect, mais par honte. On raconte qu'il y eut un moment où plus personne ne respirait. Un instant de pure réflexion, où chacun dut faire face à ses actes. Mais la lettre n'était pas encore terminée. La fin, celle qui portait le coup le plus dur, attendait encore d'être révélée. Et ce qui allait suivre changerait à jamais la façon dont il se souviendrait de moi. On dit que le silence qui régnait alors n'était pas un silence de deuil, mais de stupéfaction. Ma lettre commençait doucement, comme une supplique de pardon. Les premiers mots parlaient d'amour, d'attention, d'une vie consacrée à préserver l'unité de tous. C'était le ton de quelqu'un qui faisait ses adieux avec tendresse, et pendant quelques instants, ils crurent que ce serait tout un dernier geste tendre d'une femme qui avait trop souffert. Mais la troisième page changea tout. L'écriture ferme, presque grave, commença à raconter ce que personne ne s'attendait à entendre. Je décrivais des conversations, des rendez-vous, des phrases prononcées à la légère, des promesses brisées en silence. Chaque ligne était un souvenir rendu avec une précision chirurgicale. À chaque paragraphe, un PAN de leur imposture s'effondrait. Ce n'était pas de la vengeance, c'était un témoignage. Et chaque mot était écrit non pour blesser, mais pour rappeler. Ce que l'on refuse à la vérité, le temps finit toujours par le rattraper. Certains tentèrent d'interrompre la lecture, racontent-ils. Des murmures, des tentatives pour arracher le papier des mains du pasteur. Mais il poursuivit, impassible. Sa voix était sereine, presque solennelle, et plus il lisait, plus l'atmosphère semblait pesante. Les murs de l'église, couverts de fleurs, paraissaient trop petits pour contenir ce silence épais. C'était comme si chaque fleur absorbait la honte ambiante, s'épanouissant dans la tristesse au lieu de la couleur. Ma plus jeune fille, celle qui m'avait si souvent témoigné de l'impatience, ne pouvait lever les yeux. On dit qu'elle tremblait. Mon fils, le plus fier de tous, gardait le visage impassible, mais sa mâchoire trahissait l'effort qu'il faisait pour rester ferme. J'avais pressenti cette réaction, le malaise de ceux qui ne s'étaient jamais habitués à m'entendre. De mon vivant, ma voix était toujours coupée en plein milieu d'une phrase. À présent, elle résonnait pleinement. La lettre parlait aussi d'amour. Un amour incompris, donné sans réserve, mais reçu avec calcul. J'y évoquais ce que signifie être une femme noire dans une famille qui a appris à aimer à moitié. Qui loue la force, mais ne supporte pas la fermeté. Qui applaudit la résilience, mais craint la vérité. J'y parlais de la solitude qui naît du sentiment d'être indispensable, mais jamais célébré. Et lorsque le pasteur lut ces mots, un sanglot s'échappa de la gorge de quelqu'un en arrière-plan. Un bref instant, mais suffisant pour briser le silence de l'assemblée. Le contraste entre l'amour et la désillusion créait une tension palpable. On raconte que le soleil inonda la pièce au moment précis où le nom de ma belle-fille fut prononcé. Un rayon de lumière dorée traversa l'espace, illuminant le papier que tenait le pasteur. C'était comme si la vie elle-même voulait en être témoin. Et, un instant, une lourdeur plana dans l'air, un fragile équilibre entre culpabilité et libération. La lettre poursuivait, révélant que j'étais au courant de toutes les décisions prises en secret. Des comptes à mon nom, des documents échangés, des mensonges proférés sur un ton protecteur. J'ai tout décrit calmement, sans ressentiment. Uniquement des faits. Chaque phrase s'achevait sur un silence qui en disait plus long que n'importe quelle accusation. C'était un récit sans cri, mais avec la force du tonnerre. Certains pleuraient, d'autres fixaient le sol d'un regard vide. Mais personne ne partait. Car, même s'ils l'avaient voulu, ils ne le pouvaient pas. Il était trop tard. Le temps qu'ils m'avaient volé les obligeait désormais à écouter jusqu'au bout. Et lorsque le pasteur arriva à la dernière partie de la lecture, la plus intime, la plus inattendue, tous retinrent leur souffle. Le ton changea de nouveau. Je parlais de rédemption. Non pas pour eux, mais pour moi. Je parlais d'un pardon qui n'est pas l'oubli, mais la libération. Et de la façon dont la mort ne m'avait pas ôté ma force. Elle m'avait seulement donné une voix. Dehors, le vent soufflait fort et les voiles claquaient. Certains juraient sentir une présence. D'autres, un léger frisson leur parcourut l'échine. Mais personne n'osa rien dire. La lettre n'était pas encore terminée et le silence n'était plus celui de la douleur, mais celui de la révélation.
Quelque chose de plus grand approchait. Quelque chose qui ne pouvait plus être contenu. Après la lecture du dernier mot de la lettre, le silence persista. Il s'attarda, planant sur chacun comme une ombre tenace. La voix du pasteur s'éteignit, mais l'écho de mes paroles continua. On dit que le son semblait provenir des murs, du sol, peut-être même de l'air lui-même. Comme si j'étais encore présente non pas physiquement, mais dans leur mémoire. Car lorsque la vérité est dite, elle ne disparaît pas. Elle s'installe, grandit et transforme tout ce qui l'entoure. La réaction fut lente, presque imperceptible au début. Mon fils, celui-là même qui parlait toujours avec assurance, semblait désormais plus petit. Sa main tremblait sur son genou, son regard perdu dans le sol. Ma fille aînée essuyait ses larmes avec un mouchoir froissé, répétant à voix basse « Elle savait tout ». Ma belle-fille, qui me toisait toujours du regard avec un air de supériorité, gardait la tête haute, mais son visage était devenu livide. Chacun était à nu, sans le vernis des bonnes manières, sans le voile de la moralité. C'était comme si, enfin, il se voyait dans le miroir que j'avais laissé derrière moi. Dehors, la vie suivait son cours. Les gens passaient dans la rue, les voitures klaxonnaient, le soleil brillait toujours, indifférent. Mais à l'intérieur de cette église, le temps semblait différent. Les fleurs se fanaient lentement, leur doux parfum devenait entêtant, et chaque respiration pesait lourd. C'était le prix de la conscience. La lettre, dit-on, resta entre les mains du pasteur jusqu'au bout, tel un testament sacré. Et lorsqu'il eut fini de la lire, le regard qu'il posa sur la famille exprima quelque chose de plus profond que du jugement. C'était de la compréhension. Il semblait lui-même touché par une force supérieure, par cette force silencieuse qui se manifeste lorsqu'on dit la vérité avec un cœur pur. Les jours suivants, la lettre fit grand bruit dans le quartier. Une partie des voisins en parlait à voix basse, l'autre faisait semblant de l'ignorer. Certains me qualifiaient de courageuse, d'autres de cruelle. Mais ceux qui ont connu le poids du silence comprennent. Le courage et la justice ont parfois le même visage. On me connaissait, mais ce n'est qu'à présent qu'on m'écoutait. Mon nom, autrefois prononcé avec désinvolture, commença à être dit avec soin. Donna Eunice, disait-il, avec un respect nouveau, presque tardif. Ce même nom que, de mon vivant, beaucoup avaient oublié de prononcer. Et il est étrange de constater comment la mort donne enfin à certaines vérités la tonalité qu'elles auraient dû avoir. Au sein de la famille, l'effet fut dévastateur. Les comptes furent réexaminés, les promesses rappelées, les ressentiments mis au jour. Ils tentèrent de nier ce qu'ils avaient entendu, mais la lettre constituait une preuve accablante. Il était impossible de feindre. La vérité, une fois révélée, ne pouvait plus être étouffée par le silence. Certains commencèrent à changer, peut-être par regret, ou par peur du regard des autres. Mais d'une manière ou d'une autre, chacun d'eux se transforma. L'aîné se mit à venir au cimetière chaque semaine. J'y apportais de simples fleurs, celles que j'aimais, et je restais assise des heures durant, espérant peut-être y entendre ma voix. Le fils, plus fier, n'y allait jamais. Mais, discrètement, il régla les dettes contractées en mon nom. Un geste tardif, certes, mais un geste tout de même. Et certains disent que la lettre continue de circuler. Que des voisins demandent à la lire. Que des jeunes femmes la recopient dans des cahiers, comme si chaque ligne était une prière, un rappel que personne ne doit laisser son histoire s'effacer. Il est curieux de constater comment les mots ont ce pouvoir de perdurer, même après la disparition de celui ou celle qui les a écrits. C'est peut-être pour cela que, même aujourd'hui, ceux qui entendent cette histoire ressentent quelque chose d'inexplicable. Une tension, un souvenir, le désir de dire l'indicible. C'est comme si ma lettre avait laissé des portes ouvertes en chacun d'eux. Et c'est peut-être pour cela que beaucoup, arrivés à ce stade, éprouvent le besoin impérieux de partager ce qu'ils ont ressenti. Car il existe des vérités qui refusent d'être tues. Elles veulent résonner. Et c'est dans cet écho que je demeure. Ni vivante ni morte, mais présente. Dans chaque regret, dans chaque geste de réconciliation, dans chaque femme qui décide d'écrire sa propre lettre avant que le monde ne la réduise au silence. Mais même maintenant, quelque chose me dit qu'il y a encore plus. Car mon histoire ne s'est pas arrêtée à la lecture. Elle n'a fait que commencer lorsque, enfin, tous sont restés sans voix. Les semaines qui suivirent la lecture furent comme un écho persistant. Même après la fin officielle du deuil, le silence régnait dans la maison. Les voix, jadis empreintes d'autorité, n'étaient plus que des murmures. Les rires, qui sonnaient comme un triomphe, exprimaient désormais un malaise profond.
La lettre avait réveillé quelque chose de plus profond que la fierté. Elle avait déterré ce qui sommeillait en chacun d'eux. Ma fille aînée, dit-on, se mit à errer dans la maison comme si elle cherchait des réponses dans les murs. Elle touchait les cadres, ouvrait les tiroirs, s'asseyait dans le fauteuil où j'avais l'habitude de lire. Parfois, elle passait des heures devant la fenêtre, à contempler le jardin qu'elle n'avait jamais entretenu, mais qui lui semblait désormais le reflet de tout ce qu'elle avait laissé dépérir. Mon fils, en revanche, s'enfuyait. Il évitait la maison, évitait le sujet, s'évitait lui-même. Car la honte est plus lourde que la culpabilité. On ne peut l'avouer, on ne peut que la porter. Et le monde extérieur observait. Certains commentaient avec admiration, d'autres avec malaise. Elle a été trop courageuse, disait-il. Mais était-il nécessaire d'aller aussi loin? Cette question résonnait encore, et je souriais, même de là où j'étais. Car le monde cherche toujours à mesurer la souffrance d'autrui. Et il pense toujours que révéler la vérité est une exagération, alors qu'en réalité, il s'agit de survie. La lettre commença à circuler. Quelqu'un la photocopia et la diffusa sur un réseau local. Le texte se multiplia, fut lu dans des groupes de femmes, lors de réunions religieuses, dans des cercles de parole. Chaque lecture lui conférait un sens nouveau. Pour certains, c'était une histoire de justice. Pour d'autres, un rappel que la dignité ne se réclame pas, elle s'affirme. Certains dirent que, pour la première fois, ils ressentaient eux aussi le besoin d'écrire, de raconter leur propre version de la douleur que le temps avait tenté d'effacer. Par ce simple geste écrire, conserver, révéler, j'avais semé une graine. Une révolution silencieuse, faite de papier et de courage. Et même si ma famille essayait de me suivre, plus rien ne serait comme avant. Car on ne peut plus se réfugier dans le confort des mensonges une fois que la vérité a fait sa lumière. Mais les conséquences se sont aussi manifestées par une rupture. La cadette a coupé les ponts avec son frère. Elle disait ne plus pouvoir supporter le poids de vivre avec quelqu'un qui avait toujours nié la vérité. La belle-fille a vendu la maison et est partie, emportant avec elle le regard de celle qui avait perdu quelque chose de plus précieux que l'argent, le contrôle. Et pourtant, l'espoir subsistait. Au milieu de ce chaos, un nouvel espace commençait à se dessiner. Un matin, ma petite fille la plus jeune, avec ses yeux curieux et sa voix sereine, trouva une seconde enveloppe, oubliée dans un vieux livre. C'était une lettre plus courte, écrite simplement, presque à la hâte. « Si tu lis ceci, écrivais-je, cela signifie que mon histoire a atteint son but. Et maintenant, c'est à ton tour de continuer à écrire, mais sans crainte. » Cette découverte se répandit comme une traînée de poudre. La jeune fille commença à lire la lettre lors des réunions scolaires, puis lors d'événements communautaires. Jeunes et vieux l'écoutaient en silence, comme s'ils s'écoutaient eux-mêmes. Le texte qui avait été une arme devint un pont. Et, pour la première fois, mon histoire n'était plus seulement une histoire de souffrance, mais aussi une histoire d'héritage. Malgré tout, au sein de la famille, le malaise persistait. Le fils tentait de se convaincre que le temps effacerait tout, mais le temps n'efface pas ce dont tant de personnes se souviennent. La fille, en secret, conservait une copie de la lettre dans sa Bible. Non par culpabilité, mais par foi. Peut-être comprenait-elle que certaines vérités n'ont pas besoin d'être lues éternellement. Il suffit de savoir qu'elles existent. Certains disent que la nuit, la maison semble encore vivante. Que le vent s'infiltre par les interstices et agite les rideaux comme si quelqu'un marchait. Que l'odeur du café frais surgit de nulle part et que le bruit du papier qu'on tourne résonne dans les pièces. Personne n'ose parler de hantise. Car ce qui demeure, ce n'est pas le fantôme d'un corps, mais celui d'une conscience. Et il est étrange de constater que la mort n'efface pas les voix justes. Elle les multiplie. Elle voyage, s'installe, transforme ceux qui les écoutent. Et plus le temps passe, plus ma présence se fait sentir. Non pas dans des photographies, ni dans des souvenirs idéalisés, mais dans le malaise. Dans le malaise de celle qui a enfin compris que l'amour sans respect n'est qu'une peur déguisée. La lettre, paraît-il, existe toujours. Et elle renferme un secret bien gardé. Une phrase, peut-être un secret. Quelque chose que personne n'a osé lire à voix haute. Et c'est ce qui me fait sourire, savoir que même maintenant, après tout ce qui s'est passé, un dernier silence attend d'être rompu. Cette phrase restée inachevée commença à prendre vie. Tout le monde en parlait, mais personne n'osait lire les dernières lignes de l'enveloppe. C'était comme si ce petit espace blanc recelait un secret que le temps n'était pas encore prêt à entendre. La petite fille conservait précieusement le papier, plié en 3, dans une boîte en bois. Et là, au milieu de la poussière et du silence,
le mystère s'épanouit. Certains disaient que le contenu de cette phrase allait tout changer, qu'elle recelait l'aveu d'un secret de famille, peut-être même un nom jamais prononcé. D'autres pensaient qu'il ne s'agissait d'aucun secret, juste d'une ultime leçon, écrite avec le calme de quelqu'un qui comprend le poids des mots. Quoi qu'il en soit, l'incertitude s'est intégrée au récit, et c'est ce qui l'a maintenu en vie. Car ce qui n'est pas dit continue manifestement de vivre en celui qui l'écoute. Avec le temps, la peur fit place à la curiosité. L'aînée, qui conservait l'exemplaire dans la Bible, commença à l'ouvrir plus souvent. Elle lisait des passages au hasard, cherchant des réponses entre les lignes, essayant de comprendre s'il existait une lueur d'espoir pour le passé. Mais la Bible est comme la vie. Elle ne répond jamais de façon définitive, seulement par des échos. Et parfois, c'est dans cet écho que nous comprenons ce que le silence cherchait à dissimuler. Dans le quartier, les gens ont commencé à changer leur façon de parler de moi. Les commérages se sont mués en respect. Le nom de Donna Eunice n'était plus seulement associé à la mort, mais est devenu synonyme de courage. Certains voisins ont commencé à dire à leurs filles « Faites comme elle, parlez, même si personne ne vous écoute ». Cette transformation silencieuse, née d'une douleur à vif, m'a fait comprendre quelque chose que j'ignorais jusque-là. Les mots, lorsqu'ils naissent de la souffrance, deviennent éternels. La petite fille, désormais adolescente, commença à se rendre seule au cimetière. Elle y apportait des fleurs blanches et s'asseyait en silence, le regard perdu dans le marbre froid, les yeux emplis de questions. Parfois, elle lisait à voix basse des extraits de la lettre, comme si elle attendait une réponse du vent. Et le vent lui répondait, agitant les feuilles, faisant danser doucement le tissu de sa robe. Elle disait sentir ma présence là-bas. Et peut-être avait-elle raison. Car il existe des liens que même la mort ne peut rompre. Un après-midi, au crépuscule, le soleil perça les nuages et se posa directement sur la tombe. Une lueur chaude et dorée, presque indescriptible. La petite fille ferma les yeux et un instant, crut entendre ma voix dire « Maintenant tu comprends ». Peut-être était-ce son imagination, peut-être un souvenir. Mais les faits étaient bien réels. La fillette se leva, transformée, comme si elle avait reçu un héritage. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, le frère et la sœur se retrouvèrent enfin. Un silence nouveau s'installa dans la pièce, non pas de ressentiment, mais de lassitude. Une paix fragile, comme l'intervalle entre la pluie et le soleil. Assis face à face, ils restèrent longtemps silencieux. Jusqu'à ce que la fille murmure « Maman est encore là, tu sais ». Il ne répondit pas. Mais son regard, autrefois dur, s'adoucit. Cette nuit-là, il alla dans sa chambre. Il ouvrit le tiroir où il conservait encore le vieux collier, et pour la première fois, le toucha avec respect. C'était étrange de ressentir l'absence si palpable. L'air de la pièce semblait plus chaud, comme s'il y avait encore un souffle de vie. Le reflet dans le miroir montrait un homme qui ne savait plus qui il était. Et pour la première fois, il pleura sans se cacher. Dehors, le jardin se remit à fleurir. Les plantes, autrefois dépéries par la négligence, retrouvèrent leur couleur. Ma petite fille dit que c'était moi qui m'en occupais, d'une manière ou d'une autre. Les voisins sourirent et les passants ralentirent à nouveau devant la maison. L'endroit qui avait jadis exhalé un parfum de regret semblait désormais porteur d'espoir. Et pourtant, cette phrase n'a jamais été lue. Elle demeure pliée, attendant le moment propice. Certains pensent qu'elle a été écrite pour rester cachée. D'autres disent que c'est précisément ce qui fait vivre la maison. Car il existe des vérités qui n'ont pas besoin d'être dites pour exister. Elles n'ont besoin que d'être ressenties. Parfois, le vent s'engouffre encore par la fenêtre ouverte et fait s'éparpiller les pages des livres posés sur la table. Le bruit est léger, mais ferme. C'est le même bruit qui résonnait lorsque j'écrivais la lettre. Un rappel que l'écrit est comme le temps, il ne revient pas, mais il transforme tout ce qu'il touche. Et là, entre le poids du regret et la légèreté de la compréhension, mon histoire se poursuit. Invisible, peut-être, mais toujours en mouvement, attendant le moment propice pour que cette dernière phrase, celle que personne n'a osé lire, trouve enfin sa voix. Certains disent que le temps guérit toutes les blessures, mais il n'efface pas les mots prononcés. Il n'en change que le ton. La maison, désormais plus silencieuse, semble retenir son souffle. Le souffle du vent à travers les fenêtres, le doux craquement du parquet, le murmure des souvenirs qui persistent. C'est comme si chaque recoin conservait l'énergie de tout ce qui s'y est vécu, non pas comme une douleur, mais comme un souvenir précieux. Et d'une certaine manière, il est beau de savoir que même les blessures, vues de loin, brillent. La petite fille revient sans cesse.
parfois seule, parfois avec d'autres femmes qui ont entendu parler de la lettre. Elle s'assoit dans le jardin, autour de la vieille table en fer, et lise des extraits à voix haute. Il n'y a ni larmes, ni discours. Seulement le son des mots qui s'échappent, l'un après l'autre, avec le même soin qu'ils ont apporté à leur écriture. Le soleil filtre à travers les pages et la lumière se répand sur le papier, comme pour bénir chaque phrase. Et, à cet instant, je sens que ma voix ne m'appartient plus. Elle est devenue partie intégrante de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui vit en chacune d'elles. L'aînée, d'ordinaire si réservée, se mit elle aussi à écrire. Au début, ce n'étaient que des notes éparses, des souvenirs décousus. Mais peu à peu, les mots prirent forme, comme si le courage hérité coulait dans ses veines. Aujourd'hui, elle dit comprendre ce que je voulais faire, que ma lettre n'était pas une vengeance, mais une libération. Et que cette libération exige parfois que quelqu'un ait le courage de briser le silence. Son fils reste le plus difficile à joindre. Mais certains gestes valent mieux que des excuses. Un matin, il a planté un arbre dans le jardin. Un petit arbre fragile, mais plein de vie. Il a dit que c'était pour moi. Et quand le vent fait bruisser ses feuilles, sa petite fille dit que ça ressemble à mon rire, un son faible, presque imperceptible, mais bien présent. La phrase non lut le reste, mais elle n'est plus un secret. C'est un héritage symbolique, un rappel de ce qui demeure ouvert. Car la vie n'est pas faite de réponses, mais du courage de continuer à s'interroger. Et c'était peut-être là le véritable but de cette lettre, laisser à chacun la liberté de trouver sa propre fin, ou son propre nouveau départ. Aujourd'hui, quand on prononce mon nom, c'est avec respect. Non pas le respect de l'absence, mais le respect de la présence qui a enseigné, même en silence. Et j'aime à penser que chaque personne qui a entendu mon histoire en garde un fragment, une étincelle de force, un murmure de dignité. C'est pourquoi, quand quelqu'un ressent cet impact et décide de laisser une trace, un geste de reconnaissance, c'est comme s'il allumait une lumière de plus dans ce jardin de voix qui ne se tairont plus. La maison est désormais florissante. Les fenêtres ouvertes laissent s'échapper le parfum du café, mêlé à celui des fleurs naissantes. La petite fille rit avec ses amis, et leur rire résonne entre les murs qui jadis résonnaient des disputes, mais qui connaissent maintenant la paix. Le passé ne s'efface pas, il se transforme en racines. Et de ces racines naissent les histoires. Peut-être est-ce cela vivre au-delà du corps, laisser la vérité continuer à grandir en ceux qui l'entendent. Ma lettre ne s'est pas arrêtée aux funérailles. Elle continue de s'écrire dans chaque cœur qui choisit le courage plutôt que le silence. Dans chaque femme qui comprend que la dignité n'est pas un héritage, elle se gagne. Et c'est pourquoi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez peut-être ressenti quelque chose s'éveiller en vous. Peut-être vous êtes-vous souvenu d'une histoire, d'une injustice, d'un mot que vous n'avez jamais pu prononcer. N'ignorez pas cet appel. Donnez voix à ce qui doit être entendu. Partagez ce qui vous a touché. Car c'est ainsi que la vérité perdure, de bouche à oreille, de geste à geste, de cœur à cœur. Aujourd'hui, je ne suis plus seulement la femme de la lettre. Je suis l'écho de tous ceux qu'on a réduits au silence et qui ont enfin choisi de parler. C'est pourquoi mon histoire ne s'achève pas par un point. Elle s'achève par un souffle, léger et continu, qui dit « Écrivez, parlez, vivez avant que le temps ne tente de vous faire taire ».